de parole. Et pour mettre Renaud près de l'ordinateur, vu qu'il y a voilà, le PDF de l'exposition, etc. Ouais, c'est tout à fait. C'est dans une installation que j'avais faite à la piscine de Fluvière, qui était en rapport avec. J'avais appelé l'installation La Reine Blanche. Et en fait, c'était une grande toile blanche. Oh, mais t'es casse-bonbon. Ah ouais, mais alors, dis donc, tu peux rien faire. Hein. On n'a plus le droit de parler. Ça devient un dictateur. Oui, ça va, on en a assez. La musique s'appelle Ah oui, oui, oui. Mais en français, c'est très joli. Ah, on m'a rajouté une chaise. 4 intervenants. Bon, je ne le ferai plus, hein, j'interromprai plus personne. Il y aura un temps de questions à la fin. Hein. Le temps de questions à la fin. Rebonjour ou bonjour à toutes et tous. Merci d'être présentes et présents pour cette deuxième après-midi, qui est aussi la deuxième session de ces 2 journées de rencontres intitulées « Regard sur la musée au cœur d'une collection ». Ces 2 journées donc qui visent, en parallèle de l'exposition « La musée, une collection d'artistes femmes », à s'attarder sur quelques trajectoires individuelles de certaines artistes du fonds La Musée, exposée aujourd'hui au musée Sainte-Croix, et ce jusqu'au 18 mai 2025. Donc ce matin, on a évoqué 2 figures de peintres, donc Marie-Laure Denoye et Louise Janin, avec des interventions passionnantes. Merci aux intervenantes et intervenants de la matinée. Et cet après-midi, pour la première partie de l'après-midi en tout cas, on va s'intéresser aux arts appliqués ou aux arts décoratifs et à la peinture de fleurs, avec 3 intervenantes et intervenants que je remercie pour leur présence et d'avoir accepté de venir partager avec nous ces précieuses connaissances sur 4 artistes. À côté de moi, Renaud Régnier. Renaud Régnier, vous êtes titulaire d'un diplôme national supérieur d'expression plastique à l'ESAM de Caen, et vous êtes installé à la Borne où, depuis 2016, vous êtes en charge à la direction du musée de la Borne. Vous organisez depuis des expositions thématiques consacrées au patrimoine céramique du village, la Borne étant un centre potier reconnu depuis le XVe siècle. Vous êtes spécialisé dans l'histoire et l'esthétique de la céramique du XXe siècle, et vous avez donc ouvert les collections du musée de la Borne aux artistes, aux grands et grandes artistes du renouveau de la céramique française au XXe siècle donc, et avez publié plusieurs ouvrages, dont Jacqueline et Jean Lerat, Formes humaines en 2017, La Borne sans réserve en 2022, ou encore Le mystère de la beauté en 2023. En 2024, vous avez publié la première monographie consacrée à la potière artiste Marie Talbot, dont nous allons parler aujourd'hui. Et vous avez assuré le commissariat de l'exposition pour le musée de la Borne, qui s'est interrompu il y a quelques semaines maintenant, qui a réuni 90 œuvres de cette figure assez emblématique de la Borne. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Aliénor Bautru-Valois, pour une communication autour de la peinture de fleurs, notamment dans le cadre de Louise Galtier-Boissière et de Margaret Campbell Macpherson, avec une communication intitulée « Et la peinture a-t-elle pour tout de bon remplacé la confection des confitures et la broderie ? Faire carrière comme femme peintre de fleurs au tournant du 19e et du 20e siècle », le cas de Louise Galtier-Boissière et de Margaret Campbell Macpherson. Aliénor, vous êtes doctorante en première année de thèse en histoire de l'art à l'université Grenoble-Alpes. Vous menez des recherches sur l'art des compositions florales
florale en France et au Royaume-Uni entre 1890 et 1930. Votre approche est transversale et elle croise donc les transferts culturels, les études de genre et les études végétales, afin vraiment de replacer la peinture de fleurs au sein de la culture visuelle et matérielle qui se développe autour des pratiques domestiques de la floriculture. Vous assurez en outre la coordination éditoriale de la revue de critique créative Outsider. Et enfin, on a un panel de 3 intervenantes et intervenants en ce début d'après-midi. Nous aurons la joie d'écouter Anaëlle Vessier pour une communication s'intitulant « La peinture sur éventail sous la Troisième République », un, je cite, « art aimable si féminin », le cas de Gabrielle Zaborowska-Hellé. Anaëlle, vous êtes ancienne étudiante de l'École normale supérieure, titulaire d'un master en histoire de l'art. Et vous êtes aujourd'hui doctorante chargée d'enseignement à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes en thèse de doctorat, suivie par Rémi Labrusse et Julie Ramos. Et l'objectif de votre thèse est de déterminer la place occupée par les femmes en tant qu'artistes professionnelles et amatrices dans les arts décoratifs français entre 1870 et 1939. En parallèle de vos études, vous avez effectué plusieurs stages dans des institutions culturelles et des musées, comme le musée des Augustins à Toulouse et le musée Carnavalet de Paris. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Renaud Régnier à côté de moi pour une communication sur Marie Talbot. Bonjour à toutes et à tous. Afin d'éviter l'usurpation d'identité, je voulais apporter juste une précision. Je suis directeur bénévole et donc, par ce fait, amateur aussi du musée de la Borne. Je tiens à le préciser parce que tout à l'heure, dans l'introduction, un mot a été dit sur les moyens manquants au niveau de la recherche universitaire et pas que, et aussi des moyens nécessaires à la vie d'un musée. Et à la Borne, nous sommes un musée associatif qui a ouvert en 1987. Nous sommes tous bénévoles et longtemps, parce que nous n'en avons pas demandé, nous n'avons pas eu de subvention. Et maintenant que nous les demandons, nous n'avons toujours pas de subvention. Donc tout ça pour vous dire que, je le dis parfois à des étudiants, il existe une autre voie que celle officielle aussi de l'institution qui est, pour notre cas, est celle du milieu associatif, mais qui existe pour faire vivre des projets, en tout cas. Voilà. Je voulais aussi remercier Eugénie Dubreuil, que j'ai eu la chance avec qui j'ai eu la chance de déjeuner, pour cette donation dans sa globalité, et plus particulièrement pour ce pichet de Marie Talbot, qui ne fait aucun doute quant à sa maternité, car il est signé, fait par moi, Marie Talbot, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, vous êtes le seul musée en France, du coup, qui présente une œuvre de Marie Talbot au sein d'une exposition. Donc c'est définitivement à Poitiers qu'il faut venir. Aussi, un mot quant à notre mission et au rôle crucial qu'ont les collectionneurs et collectionneuses, du fait d'être un musée associatif, de n'être pas labellisé, de n'avoir pas, pour mon cas précis, de diplôme de conservateur. Il s'avère qu'on se heurte à une lourdeur administrative quand on veut faire émerger des projets comme celui de Marie Talbot, qu'on arrive que les musées labellisés connaissent. Vous savez, tout ce lourd process pour emprunter à des musées voisins des œuvres, etc. Et souligner et profiter d'être ici pour remercier Flora Allemand qui travaille au sein des musées de Bourges. Finalement, c'est toujours la volonté d'un ou deux ou trois êtres humains qui permet de passer au-delà de toutes ces lourdeurs administratives et de faire naître des projets. Alors, pour le cas de l'exposition Marie Talbot, j'ai réuni 90 pièces de Marie Talbot. Je crois que nous en avons 25 dans notre collection.
Et donc, vous faites le calcul, ça fait une cinquantaine d'œuvres empruntées. Lorsqu'on travaille avec un musée, il nous faut à peu près 6 mois d'efforts, d'échanges, pour réussir à avoir un prêt. Lorsqu'on travaille avec un collectionneur ou une collectionneuse, il faut à peu près 5 minutes, le temps d'un coup de téléphone pour émettre une demande et que la plupart du temps, celle-ci soit acceptée. Dans le pire des cas, il faut faire un dîner autour d'une bonne bouteille. Voilà, mais donc c'est vraiment le rôle des collectionneurs est vraiment au niveau du musée de la Borne et aujourd'hui au niveau du musée de Poitiers crucial dans la vie des œuvres et dans la vie des musées. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors voilà, la couverture du livre fait par moi, Marie Talbot, qui a accompagné l'exposition. Alors, Marie Talbot, je suis désolé d'avance, je ne vais pas vous apprendre énormément de choses. C'est une énigme. C'est une femme dont nous savions peu de choses lorsque nous avons démarré le projet d'exposition et dont nous apprenons à travers les œuvres, si vous voulez. C'est-à-dire que n'étant ni scientifique ni historien, et puis du fait qu'il y ait peu d'éléments la concernant, l'étude, entre guillemets, l'exposition, le catalogue qui l'accompagne, soulève un certain nombre de questions quant à cette femme. Peut-être éclair sur certaines réponses, mais en tout cas, les réponses que l'on apporte découlent de la réunion d'œuvres qui a été faite au sein de cette exposition. Un travail avait été publié par une femme qui s'appelle Geneviève Bailly, qui travaillait aux archives départementales du Cher, qui portait d'ailleurs le titre Marie Talbot, qui es-tu ? Alors c'est marrant, au long du travail, j'ai recoupé aussi avec le titre de ce film, Qui êtes-vous, Polymagou, qui démarre comme ça avec un défilé extraordinaire de robes métalliques au sein d'une architecture d'André Bloch. Et en fait, j'ai pris ça de très très loin, mais on peut rapprocher finalement ce titre et le rapport à la mode aussi à l'œuvre de Marie Talbot, qui, vous le verrez, est quelqu'un qui a œuvré pour la mode, en fait. Voilà. Donc Marie Talbot, on ne peut pas parler de son œuvre sans évoquer le contexte de sa naissance. Alors là, c'est très compliqué et je suis désolé, ça fait 1 an que je le répète et je crois que les gens ne comprennent toujours pas lorsque je l'explique, parce que je dois mal l'expliquer, mais je vais quand même tenter. Marie Talbot est née en 1814, donc à la Borne. Pour parler du contexte de sa naissance, oublions Marie Talbot. Le grand potier du XIXe siècle à la Borne, mais aussi en France, Jacques-Sébastien Talbot, a 6 enfants. Sa dernière femme meurt quelques mois ou quelques années après la naissance de leur dernier enfant. Pour l'aider dans sa vie quotidienne, Jacques-Sébastien Talbot fait venir la sœur de cette dernière femme, qui s'appelle Jeanne Brulé, d'un village voisin. Jeanne Brulé rentre dans la famille Talbot auprès de Jacques-Sébastien Talbot et contribue à l'éducation des 6 enfants. Jeanne Brulé tombe enceinte et accouche en 1814 d'une petite fille qui s'appelle, elle aussi, Jeanne Brulé. Née de sa mère, Jeanne Brulé, mais de père inconnu, au sein de ce foyer, du foyer de Jacques-Sébastien Talbot. Cette petite Jeanne Brulé, qui donc n'a pas de père, très rapidement, on le sait par quelques rares documents, se fait appeler Marie-Jeanne Brulé. Peut-être Marie, c'est une hypothèse du fait que Jacques-Sébastien ait déjà perdu une petite fille qui s'appelait Marie 2 ou 3 ans auparavant. Donc peut-être que c'est en remplacement, en tout cas en évocation à cette première Marie disparue. Cette petite Marie-Jeanne Brulé, on le sait, grandit dans la fratrie Talbot,
On le découvrira plus tardivement, occupera une place assez importante dans la famille parce qu'elle est reproduite en poterie sous forme d'une petite bouteille à l'âge probablement de l'adolescence par Jacques-Sébastien Talbot. Jacques-Sébastien Talbot réalise, lorsqu'elle a 15 ou 16 ans, une bouteille qui est conservée dans les collections des musées de Bourges, signée Marie Talbot, faite par moi, Jacques-Sébastien Talbot. Donc on sait à travers cette pièce, on découvre à travers cette pièce l'importance que porte Jacques-Sébastien Talbot à cette petite Marie Talbot qui vit au sein du foyer. Je reviens à notre Marie-Jeanne Brûlé. Vous l'avez compris, qui deviendra Marie Talbot. Seulement, comment devient-elle Marie Talbot? Elle devient Marie Talbot parce que, à l'âge de 14 ans, je crois, sa mère épouse un Talbot du village de la Borne, cousin de Jacques-Sébastien Talbot. On suppose un mariage arrangé par Jacques-Sébastien Talbot pour que cette petite Marie-Jeanne Brûlé devienne officiellement Marie Talbot. Marie Talbot, elle l'est déjà, car on sait, en tout cas elle revendique être Marie Talbot, car on a des pièces qui sont, pas toutes signées, mais dont on sait qu'elles sont l'œuvre de Marie Talbot, qui sont réalisées très très tôt, qui sont réalisées lorsqu'elle a 15 ou 16 ans. Donc c'est une petite fille, une jeune femme, qui, dans les jupons de son père, dans l'atelier de son père, on le sait, dès l'enfance pratique la céramique, encouragée par ce père, et revendique cette identité de Marie Talbot. Nous, la fontaine que nous avons la plus ancienne de Marie Talbot, datée, signée, est une fontaine de 1837. C'est-à-dire que nous savons qu'à l'âge de 23 ans, elle fait des fontaines de 60 cm de haut, en grès, qui techniquement sont plutôt quand même des prouesses. Donc qu'à 23 ans, elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Qu'elle a vraiment... Donc là, il y a une ambiguïté, il y a quelque chose autour justement qui, dès la naissance, est présent au niveau de son identité. Donc, sans aucune ambiguïté, Marie Talbot est une femme potière au début du 19e qui a une œuvre identifiable, qui se contient dans, aujourd'hui à Poitiers, un pichet, qui finalement n'est pas ce qu'il y a de plus représentatif de son œuvre, parce que c'est une pièce qui est... Les pichets sont souvent à la manière des œuvres de son père, de Jacques-Sébastien Talbot, mais qui a une œuvre très identifiable de bouteilles, petites bouteilles qui font 30 cm de haut, qui a priori n'ont pas d'utilisation de fonction particulière, parce que tout simplement, on a essayé de les remplir et de les vider, et c'est absolument c'est un désastre. Si vous, c'est pas comme un pichet. Ça. Donc, est-ce que c'était pour un alcool, un parfum? Bon, nous, on n'a jamais non plus retrouvé ni de bouchon, que ce soit en liège, alors que sur des pièces très anciennes, des toulons à huile, etc., on retrouve toujours un bouchon. Bon. Donc on pense que ce sont des pièces décoratives. Et puis, surtout, alors je passe un petit peu vite, excusez-moi, c'est l'introduction du livre, si vous voulez, plutôt que d'aborder par l'œuvre comme ça très frontale, on a voulu révéler son œuvre par une galerie de portraits. Parce que, comme vous pouvez le voir, le sujet de ces fontaines, ce sont à chaque fois des femmes avec des visages très expressifs. Donc voilà, ça c'est une approche photographique particulière qui permet de rentrer dans le livre. Mais pour que vous puissiez voir à quoi, je suis obligé d'aller un peu vite, excusez-moi, à quoi ressemblent les fontaines. Tac, tac, tac. Voilà, une des fontaines de Marie Talbot. D'ailleurs, c'est celle qui est datée de 1837. Donc vous voyez, elle réalise ce travail alors qu'elle a 23 ans. Alors, cette exposition au musée de la Borne n'était pas la première parce qu'il y a eu une exposition en 2008 qui avait été consacrée à Marie Talbot, qui regroupait seulement une quarantaine de pièces et qui, il faut le dire, avait rencontré quand même beaucoup moins d'écho en termes de communication, en termes de public, etc. C'était, voilà, on était moins attentif, a priori, en 2008, à présenter une exposition monographique dédiée à une artiste femme qu'hier, en 2024.
Et Marie Talbot était présente dans les collections du musée de la Borne dès les années 90. C'est-à-dire que, bien que nous n'ayons pas de subvention, nous n'ayons pas de moyens, nous avons toujours acheté, grâce à la vente de livres, de billets d'entrée, toujours acheté des œuvres. Ce qui fait que nous avons un fonds de 300 pièces, dont environ, je crois, c'est 25 pièces de Marie Talbot. Alors, c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait sous les radars, si vous voulez, en termes de reconnaissance. Elle était dans quelques musées français. À Bourges, elle était dans une collection privée, la collection Guillaume, puis dans les collections des musées de la ville de Bourges. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est que dans les quelques catalogues qui existent, qui parlent de son œuvre, elle est toujours réduite, dès les années 30, à être la fille de son père. C'est-à-dire qu'on parle en ces termes du grand potier imagier Jacques-Sébastien Talbot, qui certes était un génie de la poterie, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, mais lorsque vient le tour de Marie Talbot, on dit « Oui, alors sa fille, Marie Talbot, réalise des poteries à la manière de son père ». Et en fait, la particularité, je pense, de cette exposition et de ce livre, c'est que pour la première fois, il était identifié puis dit que, à la différence de son père, Marie Talbot a consacré sa vie et son œuvre à réaliser des fontaines, mais qui représentent des femmes et qui, comme ça, reproduisent le corps des femmes. C'est-à-dire qu'à l'exception de quelques rares pièces qui représentent des hommes, mais je crois que c'était 6 dans l'exposition, et ce n'est pas par tricherie, c'est parce que c'est 6 hommes, parce que je crois en avoir croisé seulement 6, elle n'a réalisé que des bouteilles représentant des femmes et des fontaines femmes comme celles que vous voyez. Ça n'avait jamais été souligné. Alors, il faut se mettre un tout petit peu à la place de la créatrice, se remettre dans ce contexte du 19e. Ce qui est assez formidable à la Borne, c'est que le cadre n'a pas beaucoup évolué finalement depuis le 19e. C'est un village qui est très préservé, si vous avez l'occasion de le visiter. On voit encore des vieux ateliers, on voit des gens qui sont toujours en activité dans des ateliers qui sont très modestes, très rudimentaires. Et donc on arrive à projeter ce qu'était la création au 19e siècle. Et donc, il faut imaginer cette femme donc, qui, dès l'âge de 20 ans, jusqu'en 1874, année de sa mort, nous connaissons une pièce datée de 1874 qui, pendant 50 ans, comme ça, se consacre à réaliser des pièces qui représentent les femmes de son temps, de son époque. Il y a quelque chose quand même de l'ordre, déjà c'est un sujet, et puis il y a quelque chose peut-être un peu comme ça de l'ordre de l'obsession. En tout cas, c'est quelque chose qu'elle ne lâchera jamais. Alors, on a réalisé, parce que c'est notre façon d'apprendre, comment dire, certes, il y a ce corps, mais il y a aussi tout le décor qui va avec la pièce, et notamment les robes qui sont des pièces quand même très détaillées en termes de décoration. À chaque fois, elle va quand même très très loin dans les détails vestimentaires. Alors les habits, nous les connaissons parce que c'est ceux de son époque. On les retrouve reproduits sur des gravures de mode, dans les journaux de l'époque, etc. Par contre, là où il y a une partie plus créative, c'est au niveau des coiffes et des coiffures. Il y a vraiment des coiffures qui sont assez incroyables. Voilà. Et puis certaines pièces qui parfois sont très caricaturales. Elle a fait des femmes élégantes, très bourgeoises, mais elle a aussi fait des sorcières, des femmes avec des nez crochus, des bosses dans le dos. On connaît un diable. Enfin, il y a vraiment comme ça des choses qui sont parfois très, très, très caricaturales. Là où quelque chose diffère aussi profondément la dissocie de son père, c'est que quand on prend l'œuvre de Jacques-Sébastien Talbot, certes, lui aussi a fait des fontaines, mais les fontaines représentent soit des militaires, des soldats,
des buveurs. Et quand il y a une femme, la plupart du temps, elle tient la main à son mari et au pied, il y a un petit chien. C'est une scène comme ça de mariage, de deux amoureux un peu légère qui est représentée. Mais alors, grâce à Florent Allemand, on a découvert, mais un peu trop tard malheureusement pour l'inclure dans l'exposition, mais une fontaine, femme, signée de Jacques-Sébastien Talbot, qui est vraiment très très proche de la production de Marie Talbot. On ne sait pas si elle vient avant ou si elle vient après, mais en tout cas, il y a quelque chose. Un mot sur son père quand même. Je ne pourrais pas tout dire, malheureusement. Mais non, c'est par rapport à ce rôle du père dans son œuvre. Son père ne la reconnaît pas, ça c'est une chose, mais on sait, par une lecture technique des objets qu'elle réalise, qu'il est derrière un certain nombre de pièces. C'est-à-dire que toutes les pièces grises qui ont cet émail de cendre, les fontaines notamment, ont un tournage très nerveux, vraiment très, très caractéristique du tournage de Jacques-Sébastien Talbot. Il y a d'autres indices qui nous ont mis sur la piste de Jacques-Sébastien Talbot. Et donc, notre hypothèse est que son père, que Marie avait un atelier partagé avec son père, que son père tournait les fontaines et que Marie, en posture d'artiste, affranchie des gestes de l'artisanat, du tournage, des gestes du potier, vient appliquer le décor et finalement se concentrer uniquement sur son sujet et modèle, comme on voit aujourd'hui des grands artistes contemporains qui ont des studios, des ateliers de production et qui viennent vraiment pour appliquer le geste artistique. Donc ça dit des choses quant à sa relation, d'une part avec son père, mais aussi à la place qu'on a laissée à cette femme pour pouvoir exister en tant qu'artiste. Je ne peux pas m'interrompre sans parler de la présence de la signature sur les œuvres. Parce que certaines œuvres, pas toutes, sont signées « fait par moi, Marie Talbot ». Quelquefois, c'est marqué « fait par moi, Marie Talbot, potière à la Borne ». Alors, pendant 30 ans, au musée, on a pensé que, à la lecture comme ça de cette signature, qui n'apparaît pas partout dans l'histoire de l'art et puis des arts et traditions populaires, que c'était une femme qui forcément s'était beaucoup battue. On s'est dit, mais quelle force pour... Et comme elle a dû se battre au milieu de ce monde d'hommes, potiers, pour exister et pour faire exister ses pièces et exister sa signature. Alors là, on a un tout petit peu révisé notre copie parce que finalement, ce fait par moi, on le retrouve sur d'autres sites potiers, notamment en Normandie, dans l'œuvre de Joachim Vattier. On le retrouve chez les charpentiers. Les charpentiers signaient leurs ouvrages faits par moi avec les dates, etc. Donc, ce fait par moi est quelque chose de commun aux grands artisans du 18e, du 19e, mais, sauf preuve du contraire, c'est probablement la première femme artisan qui s'empare de cette signature et qui la reproduit sur une pièce. En tout cas, du fait de cet accompagnement par son père, du fait de cette signature, etc., on a un peu gommé l'hypothèse que ce soit une artiste maudite, si vous voulez. On pense que Marie Talbot était la grande potière du 19e à la Borne, qu'elle était reconnue de son vivant, que son père a partagé un atelier et dès l'enfance a une vision sur sa fille. On le voit à travers la reproduction d'elle sous la forme d'une bouteille, etc. Il a vraiment voulu la mettre en avant. Et ça a été une des trouvailles, si vous voulez, qui a permis cette réunion de 90 œuvres l'année dernière. Voilà, le temps est écoulé. On me le glisse dans l'oreillette. Voilà. Je n'arriverai pas à conclure. Je crois qu'on est à la page 24 du livre. Donc voilà. Donc, non, en tout cas, le musée réouvre là le week-end de Pâques. Et on a la chance d'avoir donc 25 pièces de Marie Talbot dans les collections. Donc, elle sera à nouveau mise en lumière au musée de la Borne de Pâques au 11 novembre. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à venir nous rendre visite à la Borne et puis à parcourir le livre qui accompagne l'exposition. Merci.
quelques vues pour... Allô, allô? Ouais, ok. Quelques vues pour conclure de l'exposition donc, qui s'est achevée il y a quelques mois au musée de la Borne, autour de Marie Talbot. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir, mais ma collègue Camille l'a vue et c'était très beau, apparemment. Voilà. Merci beaucoup, Renaud, pour cette présentation passionnante. On a envie d'en savoir plus sur Marie Talbot. Pour cela, je vous invite à consulter l'ouvrage qui est sur la table avec certains autres ouvrages ou à rester ce soir à 17h30 pour en discuter avec Renaud s'il est parmi nous. Les questions donc seront à la fin. Et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Aliénor Bautru-Valois pour la communication sur Louise Galtier-Boissière et Margaret Campbell Macpherson. Ça marche, ça marche. Ça marche pas? Si, c'est bon, on m'entend bien? Super. Un grand merci aux organisatrices de ce colloque pour cette invitation qui me fait très plaisir et à vous d'être présents pour nous écouter. Hop. La question rhétorique que je reprends dans le titre de cette intervention est posée par le critique Fritz-René Vanderpiel dans un article du Petit Parisien de juin 1930 qui annonce parmi d'autres l'exposition de Louise Galtier-Boissière à la galerie Armand Drouan. Cette exposition est consacrée à ces natures mortes, bien que par ailleurs l'artiste ait toujours récusé le terme de nature morte pour désigner ses œuvres. En rapprochant la peinture de fleurs de la confection de confitures et de la broderie, cette citation rapporte une pratique picturale professionnelle à une activité domestique ou artisanale qui ne cherche pas à la recréation. Les deux artistes que je vais vous présenter appartiennent à la même génération. Elles sont nées vers 1860 et ont obtenu leur statut professionnel par des biais différents entre 1890 et 1900. Et donc cette accessibilité, ou cet accès plutôt à leur professionnalisation s'est fait au moment où cet accès à la formation pour les artistes femmes se généralise et que certaines se constituent en collectif non mixte. Dans ce contexte, la carrière de Louise Galtier-Boissière commence plutôt tardivement, puisque la première occurrence que j'ai trouvée de son nom dans Gallican apparaît qu'en 1902, dans un numéro du journal Le Ménestrel. Elle a alors 36 ans. À ma connaissance, son œuvre n'a fait l'objet d'aucune monographie ni de catalogue raisonné, malgré l'intérêt certain que ses peintures ont suscité de son vivant et suscitent toujours aujourd'hui, et malgré aussi ses appuis dans le milieu culturel et médiatique. En ce qui concerne Margaret Campbell Macpherson, artiste d'origine terre-neuvaine, canadienne donc, les sources manquent du côté francophone, et pourtant elle était installée en France depuis 1899, et elle a régulièrement participé à des salons en France et au-delà, au Canada et en Écosse. Il faut alors regarder du côté anglophone pour trouver une biographie d'elle écrite en 2006 par Diane O'Neill, avec qui j'ai eu l'occasion et la chance d'échanger à propos de l'artiste. Elle est aussi, comme on le voit à l'écran, mentionnée dans le Guide des artistes travaillant à Paris, publié par Jules Martin en 1897, Nos peintres et sculpteurs, etc., où ne figure pas Galtier-Boissière. Interroger la carrière de Galtier-Boissière et de Campbell Macpherson à partir de leurs deux œuvres, Bouquet de fleurs et Verseuse et Jeté de fleurs, qui sont réalisées, non datées, mais réalisées toutes deux au tournant du 19e et du 20e siècle, nous met face à la manière jusqu'ici trop superficielle avec laquelle a été traitée la peinture de fleurs par le prisme du genre, de l'artiste et de sa professionnalisation. Mes recherches sur la peinture de fleurs par ce prisme sont redevables aux études d'Annette Stott et de Séverine Sofio, qui l'ont analysée en ce sens, sans toutefois dépasser le seuil du XXe siècle, ce que fait Rebecca Byrell en Angleterre, dans une étude plus générale sur la nature morte. Le texte de Séverine Sofio m'intéresse surtout pour comprendre les ressorts de la légitimité des artistes femmes à exercer une spécialité largement dévalorisée. Dévalorisée car elle se trouve en fait à la croisée des beaux-arts, des arts décoratifs et de la reproduction scientifique. Et dans ce système relativement verrouillé, masculin et hiérarchisé,
où la peinture de fleurs est recommandée aux jeunes femmes comme un art d'agrément, les femmes peintres de fleurs professionnelles ont sans doute pâti de l'accessibilité de leur sujet à la fois pratique et moral. À partir de ces deux natures mortes florales, je vais d'abord chercher à redéfinir les contours et les limites du genre pictural, tantôt jugé trop mièvre, tantôt trop viril dans son exécution. Puis j'interrogerai la persistance de la spécialisation de peintres de fleurs au début du XXe siècle et ses ouvertures vers les arts décoratifs qui démontrent la grande plasticité des sujets floraux. Et puis, j'étudierai la place des fleurs peintes dans les réseaux de femmes artistes, dans les expositions non mixtes et face à une tradition académique masculine. Les fleurs peintes par Galtier-Boissière et Campbell McPherson ne relèvent pas d'une recherche d'un effet de réel, ni de trompe-l'œil par ailleurs. Dans ces premières décennies du siècle, la tendance naturaliste semble en fait passer de mode, puisqu'un critique du Petit Parisien déplore par exemple que les talents mièvres, je le cite, exposant en 1912 au Salon de la Nationale, la SNBA, se soient plus occupés des caractéristiques botaniques de leur modèle que de leur caractère décoratif. C'est précisément cet écueil que semble éviter Galtier-Boissière, selon un autre critique, puisque dans ses fleurs, elle ne détaille pas, là je le cite encore, les pétales, les pistils et les étamines avec une minutie photographique et ne s'avère pas dans ses œuvres plus botaniste que peintre. Je vous ai mis d'autres exemples de ces fleurs peintes qui peuvent aussi répondre à cette exigence, soit d'un équilibre chromatique et d'une sensation assez vive de fraîcheur, d'éclat de ces fleurs. À l'instar du naturalisme décrié par une partie de la critique, l'appréciation de la spontanéité du geste dans la peinture de fleurs divise, puisqu'elle est tantôt valorisée, cette spontanéité, comme la manifestation d'une assurance et d'une maîtrise de son dessin avec un E, tantôt dépréciée pour le manque de réflexion, le moindre effort de composition qu'elle suggère. S'il est une œuvre pourtant qui invoque dans son titre même le geste spontané, c'est bien le jeté de fleurs de Campbell McPherson, ici à l'écran. Selon sa biographe Diane O'Neill, cette toile correspond à l'envoi numéro 807 intitulé Rose et exposée à l'occasion du salon de la SNBA de 1907. Dans ce petit format à la touche généreuse, les roses affaissées sur elles-mêmes semblent avoir été lâchées là, comme à l'instant, de façon semblable à cette autre toile datée de 1912. Désolée pour la piètre qualité de l'image. Et donc du mouvement de jeter des fleurs ne subsiste alors que leur dispersion faussement négligée, puisqu'elles sont rassemblées en pyramide. Effectivement, la toile est construite. Chez Galtier-Boissière, l'effet de spontanéité se trouve surtout au niveau des pétales, constitués par une seule touche bien visible. Le rythme régulier, contenu des verseuses, est alors troublé par le contraste avec l'effusion du bouquet. La représentation de cette vie florale débordant aussi du vase, où se lie la souplesse du geste pictural, s'émancipe des usages de l'époque en matière de floriculture. Puisqu'à l'époque, de multiples techniques permettent de monter artificiellement les fleurs sur un fil de fer afin de garder une cohérence d'ensemble le plus longtemps possible. Apparente spontanéité, certes, mais donc pas d'irréflexion ici, car prétendre que les artistes appréhendent leur sujet immédiatement minimise leur part de recréation et leur légitimité. Contrairement à ce qu'écrit René-Marc Ferry, non, Galtier-Boissière n'a pas, je le cite, un jour, tout naturellement, peint ce qu'elle avait sous les yeux, un coin de chambre, des fauteuils, des plantes vertes. Elle n'a pas non plus, et je le cite encore, peint de simples tableaux au charme bien féminin, ce qui est une façon là encore de réactiver la hiérarchie des genres picturaux. À mieux y regarder, la peinture de fleurs est l'endroit même où se cristallisent les enjeux d'un art dit féminin, cette catégorie forgée par des critiques d'art du XIXe siècle. Tout cela repose sur l'idée que l'expérience des femmes artistes, en tant que femmes, leur donnerait une vision particulière de la réalité. C'est une façon donc essentialisante de penser que ce vécu produirait une imagerie féminine propre aux femmes en superposition avec ce qui est devenu une convention dans l'art occidental, à savoir l'analogie femme-fleur. Ainsi, grâce, douceur, délicatesse, des caractéristiques associées au genre féminin, sont utilisées pour décrire les fleurs peintes des artistes femmes. Cette naturalisation est aussi dépréciative, comme en atteste un commentaire de Jeanne Douin lors du Salon de la Nationale de 1922, où elle écrit « Madame Galtier-Boissière possède une solide technique, qualité rare chez une femme ». Au revers de la solidité, l'adjectif délicat est parfois employé de façon péjorative comme synonyme de fade, et ce,
et ce seulement lorsqu'il est appliqué à l'œuvre d'une femme. Pourtant, dans les articles de presse que j'ai pu dépouiller, ce n'est pas tant la féminité que les auteurs cherchent à décrire d'après les œuvres de Galtier-Boissière et de Campbell Macpherson que leur virilité. Comme Séverine Sauffiot l'identifie pour le XVIIIe siècle, la nature morte est probablement la seule spécialité où s'opère ce renversement du champ sémantique genré. Ainsi, comme j'ai mis à l'écran, on trouve pour décrire les œuvres et la manière des artistes femmes quantité d'occurrences concernant des qualités culturellement assignées aux hommes. Fougue, force, fermeté, virilité, brutalité, voire un caractère mâle associé à un talent de coloriste. Comme on va le voir au cours de cette présentation, l'attribution de caractéristiques genrées n'est pas sans contradiction, puisque si par exemple la fougue et la vigueur des artistes femmes sont valorisées pour leur référence à des qualités masculines, à l'inverse, ce qui aurait trait chez elles à la passion, à l'impétuosité, trahirait leur caractère féminin, donc caractère indiscipliné. L'étude de la trajectoire de Galtier-Boissière et de Campbell Macpherson pose ensuite la question de la persistance d'une spécialisation de peintres de fleurs au début du XXe siècle, et en particulier chez les femmes. Dans son essai sur le bouquet dans la peinture, Joséphine Le Foll explique le désintérêt d'une partie des femmes artistes pour la peinture de fleurs par leur volonté de s'émanciper d'un genre pictural auquel les convenances les ont longtemps assignées. Elle leur préfère alors, selon Joséphine Le Foll, la représentation de figures humaines jugées plus dignes et plus difficiles. Peintre généraliste, Campbell Macpherson ne se limite pas aux natures mortes florales au cours de sa carrière, qu'elle envoie pourtant régulièrement au salon à partir de 1898 et qu'elle pratique surtout dans les années précédant et suivant la Première Guerre mondiale. Elle a réalisé entre autres des portraits et des scènes de genre. Les fleurs y sont assez omniprésentes, mais elles sont toujours, comme on le voit ici, reléguées comme accessoires pour les figures humaines. De son côté, Louise Galtier-Boissière a peint principalement des natures mortes, bien que quelques portraits et intérieurs soient à noter. À ma connaissance, aucun tableau de fleurs, ni de l'une ni de l'autre, n'a été récompensé lors d'un salon. Ce sont des scènes de genre et d'intérieur qui leur ont valu des médailles et des prix. Cependant, plusieurs natures mortes florales de Galtier-Boissière ont été achetées par l'État de son vivant et sont aujourd'hui conservées ou perdues dans des institutions françaises. Ce n'est pas le cas de Campbell Macpherson, dont la toile collectionnée par Eugénie Dubreuil est désormais ici à Poitiers, est la seule et la première de l'artiste dans les collections publiques françaises. L'arrangement d'un bouquet de fleurs et la réalisation d'une peinture de fleurs partageraient les mêmes lois générales de composition, à savoir des qualités de forme et d'harmonie, d'observation, de signification et d'invention. C'est en tout cas ce que soutient Albert Maumenet, professeur d'horticulture et journaliste. Cette porosité entre les deux pratiques de composition est renforcée par le cadre domestique de leur disposition en tant qu'élément décoratif. Écrivant, je le cite, à destination de la mondaine, de la maîtresse de maison et de la modeste ouvrière, Maumenet déclare « Un salon sans fleurs nous paraît très nu, les fleurs en sont le complément indispensable, complément vivant et naturel. » Indispensables à l'ornementation du foyer, les fleurs fraîches, évitons le recours à l'artificiel, font partie des accessoires du home moderne, un anglicisme fréquemment employé en France dans la presse dite féminine des années 1920. Comme on l'a vu, les œuvres de Galtier-Boissière sont tournées quasi exclusivement vers la représentation d'une vie tranquille et repliée dans la sphère domestique bourgeoise. Cela lui vaut dans la presse le qualificatif de peintre intimiste, un terme forgé par le critique Camille Mauclerc en 1901. Je n'ai pas trouvé d'exemple en miroir qui qualifie d'intimiste les œuvres de Campbell Macpherson, mais par son goût pour la représentation de paysages bretons, de scènes de genre contemplatives et d'intérieur, elle pourrait, elle aussi, il me semble, figurer dans ce registre intimiste. Si ma présentation se focalise sur la peinture de chevalet, le format et la technique sur carton du bouquet de fleurs de Galtier-Boissière nous rappelle sa sensibilité décorative. Elle a réalisé ainsi plusieurs panneaux fleuris visant à orner des trumeaux et des dessus de portes. Et en cela, sa peinture est souvent comparée au faire des décorateurs et décoratrices, comme par exemple le souligne Charles Fegdal à l'occasion du Salon des Tuileries de 1924. Je le cite, « Louise Galtier-Boissière ne traite pas les fleurs avec une passion de modiste, mais avec la tendresse patiente du tapissier ou du vitrailleur. » En opposant ici passion et patience, l'auteur réactive la dissymétrie établie entre, d'un côté, une émotion vive et un métier genré du côté du féminin, modiste, et de l'autre, la tempérance de métiers masculinisés.
C'est de ce côté-ci qu'est placé l'artiste, selon lui, selon le critique, dans une sorte de subversion des caractéristiques attendues de son genre et que lui permet sa maîtrise d'un savoir-faire décoratif. Œuvrant au carrefour des beaux-arts et des arts décoratifs, Galtier-Boissière ne se limite pas au salon de peinture, et ce, dès le début des années 1910. Elle présente ses panneaux décoratifs lors de l'exposition L'Art du Jardin en 1913 au Parc de Bagatelle, qui réunit l'ASNBA, l'Union centrale des arts décoratifs, et la Société des amateurs de jardin. Plusieurs fois, elle participe même au salon de la Société des artistes décoratifs, et à l'occasion de l'édition 1914, le caractère éclectique de sa production est remarqué. Elle-même est qualifiée de, je cite, « charmant décorateur, nourri de l'école du XVIIIe siècle pour la sûreté du métier et du goût ». Louise Galtier-Boissière est une artiste femme au sein d'une lignée d'artistes masculins qui, eux, n'ont peint, semble-t-il, aucun bouquet de fleurs. Elle-même signe avec son nom d'épouse, plutôt que de naissance, Ménard, peut-être aussi pour se distinguer de ses proches. Dans cet environnement propice, elle ne semble pas, à ma connaissance, avoir suivi de formation académique en peinture. Aucune source ne permet en tout cas d'en attester. Dans ses mémoires, son fils, Jean Galtier-Boissière, critique d'art et directeur de la revue satirique Le Crapouillot, écrit « Après avoir élevé ses enfants, ma mère se consacra avec passion à la peinture. C'est une tradition familiale. C'était une tradition familiale. » Cette tradition familiale a pu bénéficier à Galtier-Boissière, notamment pour sa première rétrospective organisée en 1920 à la galerie Georges Petit, là où son frère Émile René Ménard expose régulièrement avec sa bande noire à partir de 1900. Néanmoins, ce cadre, vous vous en doutez, ce cadre familial a eu pour effet de rapporter souvent et d'abord l'artiste à cette parenté masculine. Et je crois que ces deux exemples le montrent bien. Alors, je ne lis pas très bien d'ici, mais bon, à chaque fois, avant d'être présentée comme artiste, elle est présentée comme mère ou femme ou sœur. Voilà. Si ce n'est familial, du moins artistique, le poids de la tradition masculine se ressent aussi dans la comparaison des œuvres de Galtier-Boissière avec celles de Jean-Siméon Chardin. Et cela alors même que lui n'a pas montré d'intérêt particulier pour les fleurs. Je prends l'exemple de cette critique. Ce critique qui explique enfin elle a acquis une facture, un métier, un dessin qui sont bien à elle. Elle a cette coquetterie de ne pas chardiniser à outrance en affectant les procédés du vieux maître. Je vais accélérer un petit peu. S'il est peu pertinent de chercher à reconstituer en contrepoint du canon masculin une tradition féminine en peinture, piège de l'essentialisation des artistes, mes recherches préparatoires montrent que les comparaisons entre femmes peintres de fleurs sont peu fréquentes et donc le nom de Madeleine Lemaire arrive assez vite. Dans un article, Pierre Varenne décrit par exemple la fougue toute virile de Galtier-Boissière avant d'ajouter que ces fleurs n'ont aucun rapport avec celles de Madeleine Lemaire. Si la légitimité des femmes artistes en tant que créatrices professionnelles non soumises à l'autorité, voire à l'influence d'un maître, est parfois difficile à décrocher, les femmes artistes sont aussi encouragées, hélas hier comme aujourd'hui, à faire exception au sein d'un récit individualisé duquel elles seraient les, je cite, pionnières. À l'intersection des questions de genre, les questions de classe nous permettent d'entrevoir le contexte favorisé dans lequel les deux artistes, issus de milieux bourgeois, ont évolué. L'entourage familial de Campbell Macpherson n'a semble-t-il pas eu de pratique artistique et pour autant, Diane O'Neill, sa biographe, précise que son frère, chef de l'entreprise familiale, l'a soutenu toute sa carrière en lui attribuant une partie des actions de la société. Campbell Macpherson a donc bénéficié par ce soutien financier d'une stabilité qui lui a permis de se professionnaliser et de se former outre-Atlantique, d'abord en Suisse, puis à Paris à l'Académie Colarossi. S'il n'est pas fait mention d'un intérêt particulier de l'artiste pour la peinture de fleurs, il semble qu'auprès de Pascal Dagnan-Bouvray, aussi un pastelliste, elle ait appris à mêler les apports des pratiques à la fois impressionnistes et académiques que l'on retrouve assez justement dans son jeté de fleurs. Enfin, je voudrais terminer cette communication par l'étude de l'inscription, ou non, des deux artistes au sein des réseaux d'artistes féminines. Sur ce point, leurs stratégies sont bien différentes, puisqu'on peut d'abord rapprocher, d'une part, le choix de Campbell Macpherson de ne signer qu'avec ses initiales, et d'autre part, le fait qu'elle n'ait jamais adhéré ni à la Society of Women Artists, ni à l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Et selon sa biographe, ces deux informations signaleraient sa réticence à être classée presque immédiatement comme Lady Artist. Au contraire, Louise Galtier-Boissière s'est-elle investie régulièrement lors d'expositions non mixtes. Aux côtés des femmes artistes modernes et de l'UFPS, elle a souvent présenté ses fleurs et cet engagement lui vaut d'être mentionnée dans le tome 2 de l'encyclopédie féministe
d'Hélène Brion. Mais elle est également, entre autres avec Henriette Crespel et Lisbeth Dévolvé-Carrière, dont vous voyez ici des œuvres, la cofondatrice de la collective non mixte Les Quelques à partir de 1907. Dans ce type d'exposition, nous rappelle Tamar Garbe, la peinture de fleurs occupe une place importante en quantité et une place aussi ambiguë, notamment dans sa réception par les critiques d'art féministes de l'époque, qui jugent en effet que cette surreprésentation contribue à la persistance de stéréotypes de genre associés aux fleurs peintes. Et pour cause, puisque lorsqu'on lit un certain Pintoricchio au sujet de l'exposition de l'UFPS de janvier 1917, où Galtier-Boissière a exposé, il écrit dans un article intitulé « Les dames qui peignent », je le cite, « Sans prétendre amoindrir la bonne volonté de ces dames à palettes, nous pouvons bien dire que leur salonnet ne casse rien. Ce ne sont qu'anecdotes anodines et bouquets de delphinium, loisirs de concierge le dimanche après-midi. » Partant de l'assimilation faite par Van der Pijl entre la peinture pratiquée par des artistes femmes professionnelles et les activités domestiques ou oisives prises en charge par les femmes, je termine donc en mobilisant à dessein un autre commentaire au sujet des artistes femmes, lui aussi véhicule de stéréotypes sexistes dont décidément la peinture de fleurs peine à se délester. Sujet déprécié par la critique d'art masculine lorsque ces exécuteurs sont des exécutrices et qu'alors leur travail est saisi comme le prolongement de leur genre, la peinture de fleurs est aussi un lieu de contradiction pour ces mêmes biais de genre. Alors, comme on l'a vu, les carrières de Galtier-Boissière et de Campbell McPherson attestent des possibilités d'une pratique vivante, collective et décloisonnée de la peinture de fleurs qui s'inscrit dans un renouveau de l'attention portée aux choses du quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aliénor, pour cette présentation fascinante à l'égard de Margaret Campbell McPherson et Louise Galtier-Boissière. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Anaëlle Vessier, avec qui on va se pencher sur la figure de Gabrielle Zaborowska-Hellé. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à mon tour à remercier en premier lieu les organisatrices de ces rencontres de m'avoir invitée à y participer. Je suis ravie d'être ici pour vous présenter le travail de Gabrielle Zaborowska-Hellé, une artiste peintre sur éventail née en 1852 et décédée en 1938, qui a collaboré au cours de sa carrière, nous le verrions, avec des éventaillistes prestigieux, notamment la Maison du Velleroy. Elle obtient notamment, grâce à cette activité, un premier signe de consécration alors qu'elle est encore très jeune, puisqu'elle obtient une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1878. Elle fait ainsi partie des nombreuses femmes peintres qui, à la belle époque, trouvèrent dans la peinture sur éventail un débouché à l'image de Louise Abéma, Madeleine Lemaire, Marie Dumas ou Cécile Chenevière que j'évoquerai dans cette présentation. La forte présence des femmes ne passe d'ailleurs pas inaperçue et les critiques de l'époque la relaient abondamment. Vous avez ici notamment un extrait d'un article publié par Jean Alson, qui est le directeur de la revue Les Gauloises, une revue dédiée aux travaux artistiques et littéraires féminins, dans lequel il évoque, je le cite, « cet art aimable, si féminin, qu'est la peinture sur éventail, qui occupe en France des centaines de petits doigts roses ». Alors, pour autant, la peinture sur éventail est-elle un art si féminin sous la Troisième République? Et si oui, comment comprendre l'attrait que les femmes peintres ont pu éprouver pour cet art qui est à la croisée entre les beaux-arts et les arts décoratifs? Puisque si l'on parle bien de peinture, cette peinture, elle est appliquée sur un objet qui a une vocation utilitaire. Alors, je tâcherai de répondre à ces questions à travers l'étude du cas Gabrielle Zaborowska-Hellé. Je vais d'abord revenir un peu sur sa trajectoire avant d'évoquer le statut de la peinture sur éventail sous la Troisième République, qui explique, nous le verrons, cette féminisation de la peinture sur éventail. Et si le temps le permet, j'évoquerai en dernier lieu son activité de professeur de dessin de la ville de Paris, qui est très révélatrice des liens qui se tissent à cette époque entre les femmes et les arts décoratifs. Alors, en premier lieu, même si Gabrielle Zaborowska-Hellé n'est pas une énigme totale, on a assez peu de sources la concernant. Elle a laissé peu de traces dans les archives, il y a assez peu d'articles qui la mentionnent et ces éventails ont assez peu intégré les collections publiques. Là, vous en avez quand même un exemple d'un éventail conservé au Petit Palais, même si on trouve assez régulièrement sur le marché de l'art des éventails peints par elle. On sait néanmoins qu'elle est née le 23 mai 1852 à Belleville, qui est une ancienne commune du département de la Seine, qui a été annexée à Paris en 1859 et qui, à cette époque, est essentiellement habitée
par des ouvriers. Et d'ailleurs, le père de Gabrielle Zaborowska-Hellé est mécanicien. C'est mentionné dans son acte de mariage qui date du 11 janvier 1881, date à laquelle elle épouse Sigismond Zabarowski-Moindron, un anthropologue français qui sera notamment professeur à l'école d'anthropologie de Paris. Ensemble, ils auront 4 enfants, une première fille, Gabrielle, un fils, Michel, 2 autres filles, Gilberte, plus connue sous le nom de Gilberte Pommier, le nom de son second mari, et Suzanne. Alors non seulement la naissance de ces enfants n'a pas empêché Gabrielle Zaborowska-Hellé de poursuivre une carrière artistique, mais son exemple sera également suivi par ses 2 filles cadettes qui deviendront toutes les 2 artistes peintres. Et vous noterez que sur son acte de mariage, sa profession, contrairement à celle de son mari, est clairement indiquée, puisqu'elle y est désignée comme une artiste peintre. Alors encore une fois, on a peu de sources permettant de documenter l'activité artistique de Zaborowska-Hellé. Seuls les catalogues nous permettent de nous faire une idée de la formation qu'elle a suivie, et comme beaucoup de peintres femmes de sa génération, auxquelles l'école des beaux-arts est inaccessible, elle s'est formée dans des ateliers d'artistes. Elle a notamment été l'élève de Le Quimper, un sculpteur, et du peintre et aquarelliste et miniaturiste Charles Camino. Certains catalogues la désignent également comme l'élève de Delphine de Cool, dont vous avez une œuvre ici. Delphine de Cool étant une peintre sur porcelaine, ce qui est assez intéressant parce que la peinture sur porcelaine est l'un des genres privilégiés par les femmes peintres de la première moitié du XIXe siècle, parce que cela constitue aussi un débouché que des femmes formées aux beaux-arts peuvent facilement trouver dans les arts décoratifs. Et c'est peut-être sous son influence que Gabrielle Zaborowska-Hellé expose en 1883 une copie sur porcelaine d'un paysage, la seule à ma connaissance qu'elle présente, puisque ce que les catalogues montrent très clairement, c'est qu'elle s'est très vite spécialisée dans la peinture sur éventail. C'est cette activité qui lui vaut la médaille qu'elle remporte en 1878 que j'évoquais en introduction, qu'elle remporte pour un éventail qu'elle présente dans une vitrine de l'éventailliste Kiss, qu'on prononçait à l'époque sans doute Kess, qui est un éventailliste parisien assez prestigieux. C'est une maison qui est particulièrement connue pour ses éventails artistiques, dits aussi riches, pour lesquels elle fait appel à des artistes comme Billottet, Van Garden ou encore Marie Dumas, qui ont la particularité, ces artistes, en fait, de travailler pour plusieurs maisons en même temps. Notamment, ils travaillent aussi pour la maison du Velleroy, ce qui est le cas également de Zaborowska-Hellé. La maison du Velleroy est une autre maison parisienne fondée en 1827 qui, elle, est surnommée l'éventailliste des rois parce qu'elle a fourni la cour de l'impératrice Eugénie ou la cour de la reine Victoria au Royaume-Uni. C'est une maison qui fait appel à des artistes dont Madeleine Lemaire, Maurice Leloir ou encore Louise Abéma. Donc, de toute évidence, Zaborowska-Hellé a travaillé pour des éventaillistes prestigieux, important, et elle a trouvé dans la peinture sur éventail un débouché, un véritable débouché, comme de nombreuses femmes peintres de son époque. Et on sait qu'elles étaient nombreuses parce que la presse insiste beaucoup sur cet aspect. Ici, je vous ai mis un extrait d'un article publié par Anthony Valabrec dans la Revue des Arts Décoratifs en 1888, dans lequel il écrit, je cite, « Des femmes artistes se sont fait une place à part dans ce genre de peinture, la peinture sur éventail. On peut nommer entre autres mesdames Cécile Chenevière, Marie Dumas. » Il cite aussi le nom de Louise Abéma et il conclut en disant « À l'exposition des femmes artistes, on rencontre aussi des essais du même genre, signés de noms connus ou inconnus. On sait qu'un grand nombre de jeunes personnes ont trouvé dans cet art un utile emploi de leur pinceau. » Alors effectivement, parmi les artistes qui s'essaient à la peinture sur éventail à cette époque-là, on a Louise Abéma, qui a eu une carrière assez prolifique, peintre, graveuse, sculptrice, qui s'est vue confier des commandes importantes, notamment celle des décors de l'Hôtel de Ville de Paris, et qui crée des décors d'éventail pour la maison du Velleroy. On a aussi On a aussi Madeleine Lemaire qui fait des compositions florales aussi pour la maison du Velleroy. Et en fait, on a un peu 2 types de femmes peintres sur éventail à cette époque-là. D'un côté, des artistes qui ont une carrière couronnée de succès comme Lemaire, comme Abéma, qui pratiquent la peinture sur éventail, je dirais, en marge de cette activité, en sus de toutes leurs autres activités, et des artistes qui vont vraiment se spécialiser dans la peinture sur éventail, comme Zaborowska ou comme Cécile Chenevière. En sachant que parmi toutes ces femmes qui ont fait de la peinture sur éventail, on en a un certain nombre sur lesquelles on n'a quasiment aucune information. Ici, vous avez un projet pour un éventail dessiné par une certaine Aline de Sonnecourt, qui est conservé aujourd'hui au musée de la Nacre et de la Tableterie, sur laquelle on n'a aucune information.
Alors maintenant, pourquoi cette forte présence des femmes dans la peinture sur éventail? Alors, il y a plusieurs explications qui peuvent être données. La première, elle tient sans doute à la nature de la formation qu'elles ont suivie. Elles sont probablement, comme Zabarovska, issues en fait des Beaux-Arts et elles cherchent dans la peinture sur éventail finalement une pratique certes décorative mais qui est techniquement et esthétiquement proche de la peinture sur toile. Zabarovska le dit elle-même dans un ouvrage qu'elle a publié en 1931, peindre sur éventail, c'est un peu comme peindre une aquarelle. Donc c'est très proche et elles peuvent facilement trouver des débouchés là-dedans, d'autant plus qu'en fait elles n'interviennent qu'à une étape bien précise du processus de création de l'éventail, puisque l'éventail est vraiment le processus d'une création collective qui fait intervenir énormément de spécialistes. Pour faire un éventail, il faut entre 20 à 25 opérations différentes. L'éventailliste parisien étant celui qui conçoit le projet global et qui coordonne les différents acteurs. La monture en particulier à cette époque-là, elle est créée par des tabletiers qui se trouvent dans l'Oise, tandis que la feuille, elle est réalisée par l'éventailliste parisien. Et c'est l'éventailliste qui choisit, lorsque cette feuille doit être peinte, à quel artiste il va la confier. Et en général, ce choix, il se fait en fonction d'une part du prestige de la commande. On sait par exemple que le maire se voyait très souvent confier les commandes importantes de la maison du Velleroy, et aussi en fonction de la spécialité en fait, des différents artistes. Les peintres de la maison Caisse, par exemple, étaient en fait divisés en deux catégories. D'un côté, les peintres de fleurs et de l'autre, les peintres de figures, catégorie à laquelle appartenaient très probablement Zabarovska et Lé. Donc on voit qu'elles interviennent vraiment à une étape qui techniquement est très proche de ce qu'elles ont appris au cours de leur formation aux Beaux-Arts. Et elles emploient d'autant plus volontiers leur talent à la peinture sur éventail qu'à cette époque, en 1870, l'éventail est un objet très à la mode, qui connaît une sorte de second âge d'or depuis le Second Empire qui va durer jusqu'à la fin de la Belle Époque. Mais ce n'est pas parce que techniquement la peinture sur éventail est proche de la grande peinture entre guillemets qu'elle en a le statut. Étant donné que c'est une pratique décorative qui fait en plus l'objet parfois d'une production industrielle, l'éventail a un statut mineur dans la hiérarchie des genres. Et on le comprend bien, notamment dans l'article de Valabrec que je citais tout à l'heure. Il dit que les peintres qui se consacrent à l'éventail abandonnent les hautes créations pour se consacrer à un genre mineur. Il faut dire en effet que la peinture sur éventail laisse peut-être moins de possibilités, dans la mesure où la forme est contrainte et le répertoire de sujets assez limité. Zabarovska-Hellé le dit elle-même, il faut plutôt choisir des lignes courbes, des sujets, c'est elle qui le dit, gracieux et onduleux. Et on a beaucoup d'éventails de cette époque qui vont s'inspirer de la peinture galante du XVIIIe siècle, ou comme ici, avoir des ornements qui rappellent le style rocaille. Mais c'est sans doute précisément parce que la peinture sur éventail est un genre mineur que les femmes y sont si nombreuses. Encore une fois, je recite Jean Alson qui nous dit quelque chose d'assez intéressant en 1878, où je le cite, « Il parle de ces méchants rapins qui croient tout savoir parce qu'ils ne savent rien, et même des artistes de second ordre se vexeraient si une femme leur faisait l'honneur de leur demander une gouache d'éventail. Bravo, tant mieux, les femmes artistes s'en tirent à merveille, je vous le jure. » Alors, bien entendu qu'il y a des hommes qui font de la peinture sur éventail à cette époque-là, mais c'est vrai que les femmes y sont très nombreuses parce que c'est une pratique considérée comme mineure. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, féminisation et dévalorisation vont malheureusement souvent de pair. Alors malgré tout, cette féminisation, elle pose quand même problème, même si elle concerne un objet utilitaire qui en plus est quand même un accessoire féminin. Elle pose problème parce qu'elle engendre une concurrence dont certains hommes ne veulent pas, et l'éventail est souvent pris en exemple à la fin du XIXe siècle pour prouver l'influence délétère des femmes sur les industries d'art. Vous allez avoir des dessinateurs, en particulier des dessinateurs industriels qui sont issus d'autres branches, qui vont dire que l'éventail est vraiment l'exemple d'une industrie qui a été tuée par les femmes. Là, vous avez un extrait d'un dialogue publié dans Le Siècle en 1897, où vous voyez qu'un dessinateur industriel dit à un journaliste que la concurrence des femmes a tué 3 industries, la faïence, les éventails et la typographie. Et face aux protestations du journaliste, il lui répond « De toute manière, si les femmes viennent se mêler de ce que nous faisons, elles augmenteront la main-d'œuvre, elles aviliront les salaires. »
Alors, la question des salaires, elle est effectivement très importante, parce qu'il est vrai que les femmes sont moins payées à cette époque-là que les hommes, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais toujours est-il que c'est quand même l'une des raisons pour lesquelles le comte de Laborde, suite au rapport qu'il produit en fait après l'exposition universelle de 1851, souhaite orienter les femmes vers les arts décoratifs. Il considère que ce sera une manière pour les industriels de faire des économies en fait sur la main-d'œuvre et que comme ça les industriels pourront, les artisans en réalité pourront continuer à avoir une production artisanale compétitive. Donc les dessinateurs ont des raisons quand même d'avoir aussi quelques inquiétudes, il faut quand même le dire. Pour autant, la déchéance commerciale subie par l'éventail, qui est réelle à la fin du XIXe siècle, ne peut pas du tout être imputée aux femmes. En fait, elle est liée à une concurrence étrangère croissante et aussi à des évolutions dans le domaine de la mode qui relèguent l'éventail au second plan. Et c'est vrai que, par exemple, selon les chiffres donnés par Françoise de Pertuis et Vincent Mélan dans leur histoire de l'éventail, on a une baisse assez conséquente de la production d'éventail. On sait par exemple que les exportations se montaient à peu près à 4,8 millions de francs en 1897, alors qu'elles ne se montent plus qu'à 1,8 million de francs en 1913. Et alors que l'industrie de l'éventail employait 1200 personnes en 1896, elle n'emploie plus que 610 personnes en 1916. Donc effectivement, il y a un déclin de la production d'éventail à cette époque-là. Et c'est sans doute en partie à cause de ce déclin que le même Valabrègue, qui en 1888 consacrait une forte présence des femmes dans le domaine de la peinture sur éventail, il n'y trouvait rien à redire, et beaucoup plus circonspect 10 ans plus tard. En 1898, alors qu'il commente les productions présentées à l'exposition des arts de la femme, il nous dit la chose suivante. Je le cite, « Nous sommes à une époque de lutte, de recherche subtile. Nous voyons se produire des déceptions fréquentes quant aux avantages qu'on avait espéré tirer de certaines connaissances faciles. L'éventail ou la miniature, la peinture sur porcelaine se sont vulgarisés au point qu'il est impossible de trouver à se faire jour dans ces anciennes professions artistiques. Il importe alors qu'il est de donner des exemples nouveaux, d'appeler les bonnes volontés et les vocations sincères vers des carrières plus ardues et d'un abord moins agréable. » Et la suite, ceux qui connaissent les conditions de vie moderne de la femme viennent lui dire qu'il faut agir autrement que dans les périodes précédentes, aller jusqu'au bout en fait de réalisation matérielle et devenir en quelque sorte un peu une ouvrière d'art. Alors, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que ce que Valabrègue semble vouloir dire, c'est qu'il faut que les femmes arrêtent de s'adonner à des pratiques qui sont trop proches de la peinture, comme la peinture sur porcelaine, comme la peinture sur éventail, et qui ne touchent qu'à une seule étape du processus créatif. En général, l'ultime étape, c'est-à-dire celle pendant laquelle est apposé un décor sur un objet qui a été créé par d'autres personnes. Au contraire, il faut qu'elle maîtrise tous les aspects du processus créatif et il faut qu'elle soit capable de créer un objet dans son entièreté. Il faut qu'elle dépasse la peinture. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en partie à cette diversification des pratiques décoratives féminines que vise l'enseignement féminin dédié aux arts décoratifs qui se développe sous la Troisième République. Enseignement auquel Gabrielle Zaborowska-Hellé a participé en partie, puisque le bulletin municipal de la ville de Paris, publié le 25 septembre 1883, nous apprend qu'à cette époque, elle est professeure de dessin dans une des écoles municipales de la ville. Et la carrière de Zaborowska, elle témoigne de l'importance que prend cet enseignement dans les années 1880, en sachant que la ville de Paris est précurseur en la matière, puisque dès 1865, des cours de dessin avaient été introduits dans les écoles communales. Et notamment autour de 1900, 399 écoles communales enseignent le dessin à raison d'1 heure par semaine pour les garçons et de 8 heures pour les filles, auquel l'enseignement est de toute évidence plus particulièrement destiné. Alors si cet enseignement il permet aux femmes et aux hommes, aux artistes de s'assurer un revenu régulier en tant que professeurs, il a aussi des finalités morales et sociales, en particulier dans son versant féminin. Et notamment ce que nous dit Paul Collin, qui est un membre de la commission de surveillance de l'enseignement du dessin de la ville de Paris, est très éclairant à cet égard. Il prononce en effet un discours à l'occasion d'une cérémonie qui est organisée le 2 février 1902, pendant laquelle Gabrielle Zaborowska-Hellé est nommée officier d'académie.
Alors, Paul Colin est persuadé, comme beaucoup de ses contemporains, que le dessin est la base de tous les arts, dont les arts décoratifs, mais il est surtout persuadé que son enseignement est particulièrement bénéfique aux filles. Particulièrement bénéfique aux filles, puisque ces dernières possèdent, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, une intelligence et un bon goût naturel, des mains adroites qui savent reproduire tout ce qui est charme, beauté, grâce, et que surtout, c'est la fin de la citation que vous ne voyez pas bien du coup, il nous dit qu'en se livrant à la culture de l'art, je le cite, la femme obtient, suivant ses aptitudes, les moyens de s'appliquer utilement à toutes les occupations qui sont dans sa nature, à des occupations qui ne l'arrachent à aucun des devoirs de son intérieur. On peint, on sculpte, on grave, on dessine, on exécute les 1000 objets délicats qui ornent le foyer, sans quitter le toit protecteur de la famille ou sans perdre de vue le berceau de son enfant. Alors ce discours, il est extrêmement révélateur, il est très répandu à cette époque-là. L'idée étant que les femmes sont naturellement douées pour les arts décoratifs et surtout pour les arts du foyer, parce que ces arts sont destinés à décorer leur domaine naturel, c'est-à-dire la sphère domestique. Et elles font d'autant mieux de s'y adonner qu'ils leur permettent en plus de trouver une source de revenus rentable, une activité rentable, tout en ne quittant pas le foyer, tout en continuant à assurer leurs devoirs d'épouse, de mère, de maîtresse de maison. Alors, c'est un discours qui est extrêmement répandu à cette époque-là. Il est très difficile de savoir si Zaborowska-Hellé y adhérait. On a encore une fois très peu d'informations sur sa carrière d'enseignante. On sait qu'en 1922, elle était à la retraite. On sait qu'une de ses élèves, qui s'appelle Marie-Louise Chapaz, a exposé en 1888, mais cet élève ne semble pas avoir fait carrière. Et par ailleurs, on sait aussi que Gabrielle Zaborowska-Hellé ne s'est pas chargée de la formation artistique de ses filles, qu'elle a confiée à d'autres artistes. Et le seul ouvrage qu'elle a publié, qui s'intitule « Enluminure, paravent, bannière, éventail, abat-jour », qu'elle a publié en 1931, ne trahit pas grand-chose en fait, de sa conception pédagogique. Il n'y a qu'un seul extrait qui est assez intéressant, dans lequel elle semble rendre un peu compte de son expérience personnelle, dans un chapitre où en fait, elle enjoint son lecteur ou sa lectrice à bien suivre les conseils qu'elle a prodigués tout au long de son ouvrage. Et elle écrit, je la cite, « Combien avons-nous connu d'amateurs, de jeunes filles du monde qui désiraient réaliser quelque joli travail avec les notions de dessin et de peinture qui avaient fait partie de leur éducation, reculées devant la non-réussite de leurs essais, justement à cause de questions de métier qui sont indispensables à connaître. Combien en avons-nous vu se désoler, croyant que tout était dit quand le sujet plaisait, était applicable à un objet d'ameublement ou de décoration d'intérieur, et qui, faute de techniques spéciales, renonçait définitivement à cultiver un art si captivant, et qui a aussi dans la vie un caractère tant soit peu utilitaire et qui fait partie des arts appliqués. » Alors bon, en reprochant aux jeunes filles leur manque d'effort, de persévérance, leur légèreté dans leur apprentissage technique, Zaborowska-Hellé reprend des critiques qui sont très régulièrement faites aux femmes à cette époque. Mais la raison pour laquelle je voulais quand même finir avec ces citations et avec les mots de Gabrielle Zaborowska-Hellé, c'est que de toute évidence, contrairement à Anthony Valabrègue, elle ne considère pas que ces arts appliqués liés à la peinture sont faciles, qu'ils sont agréables et qu'on peut s'y adonner sans aucune connaissance. Ce ne sont pas pour elle des arts d'agrément, de toute évidence, et ils méritent et nécessitent un véritable apprentissage technique. Et on peut penser que d'une certaine façon, c'est une manière pour elle d'affirmer au crépuscule de sa carrière, parce qu'en 1931, elle a presque 80 ans, que l'intérêt finalement et la difficulté de cette peinture sur éventail, de ces arts appliqués si captivants auxquels elle s'est consacrée tout au long de sa vie. Voilà, merci. Merci, un immense merci à tous les trois pour ces communications passionnantes. Comme on est un petit peu en retard, je vais passer sans plus tarder la parole aux questions. Je relèverai simplement quelques thèmes parmi les si nombreux que vous avez abordés et qui permettent vraiment de mieux comprendre en fait ces artistes et
tous les stéréotypes, tous les mécanismes dans lesquels elles s'inscrivent, toutes les stratégies qu'elles développent, la question de la spécialisation ou de la généralité, la question de l'artisanat, de l'art, de la technicité, la question de la parentèle et de la transmission aussi, les stéréotypes et la réduction de la critique, réduction critique qu'elles reprennent aussi parfois à leur compte, la question du collectif également, des arts mineurs évidemment, de la signature, de la dévalorisation et de la sphère domestique. Voilà. Autant de thèmes et de sujets passionnants qui reviennent très souvent, voire continuellement, quand on parle des artistes femmes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. Bon, enfin, la prochaine fois, si vous en avez assez, vous me direz stop. Bon, alors, je vais rapidement vous donner des souvenirs de l'achat de ces œuvres. Par exemple, je vais commencer par l'éventail. Moi, ce qui m'a plu dans cet éventail, encore plus que dans tous ceux que vous avez projetés, Anna Helvetier, c'est justement l'audace du thème. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, il y a une dame qui est en train de pêcher pendant qu'un jeune homme est en train de lui faire un petit concert. Donc, je trouve que déjà, au simple niveau du choix du thème, il y a beaucoup d'audace. Parce que le geste utilitaire, qui est habituellement celui des hommes pêcheurs, enfin, tandis que le rôle du garçon est plutôt, disons, un rôle d'accompagnement de l'acte utile de la pêche, qui est généralement pas celui des femmes. Dans les pique-niques, les femmes s'occupent du pique-nique et les hommes de la pêche. Donc là, il y a une inversion de valeur qui prouve que quand même cet artiste avait une vision de son époque et peut-être une vision un peu contestataire. Ça reste à voir, mais je crois que je ne connaissais pas ces écrits dont vous parlez, qui me semblent appuyer cette thèse. Enfin, je ne sais pas. En ce qui concerne... je ne me rappelle plus son prénom. Galtier-Boissière. Louise. Oui, Louise. Ce qui m'a plu et me plaît encore énormément dans cette nature morte, c'est justement l'audace de la composition, parce que c'est une composition en 2 parties, avec justement au milieu ce qu'on peut appeler un vide, et qui est vraiment ce que tous les professeurs nous disent qu'il faut éviter dans une composition. Donc il y a 2 natures mortes en une qui est plutôt, disons, végétale, et l'autre plutôt soit solide, quoi. Je ne sais pas si c'est des porcelaines ou des faïences ou des métaux, mais enfin, il y a une opposition en même temps dans les 2 parties. Bon. En ce qui concerne Macpherson, ce qui m'a plu, parce que c'est vrai, je n'étais pas spécialement attirée par les peintures de fleurs. En ce sens, je réagis comme la plupart des gens de mon époque. Mais j'ai quand même aimé celle-ci, cette composition, à cause du reflet. C'est tout à fait nouveau. Bon, évidemment, il y a un très beau cadre, rococo en plein, qui joue son rôle. Mais ce reflet dans une surface réfléchissante, là aussi, ça me semblait quand même être assez audacieux. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'intervention de Renaud Régnier, je voudrais dire que je ne suis pas seulement amatrice d'œuvres d'artistes femmes. Renaud Régnier a parlé de Marie Talbot. Je voudrais raconter dans quelles conditions, rapidement,
Cette œuvre est parvenue jusqu'à moi et au musée de Poitiers. Celui qui, par la suite, est devenu mon mari, quand il était adolescent, 14-15 ans, faisait des incursions curieuses dans le grenier de son grand-père à Argenton-sur-Creuse. Et il avait découvert ce pichet qui est présenté dans l'exposition et l'avait descendu à l'appartement du grand-père en lui disant Pépé ou grand-père, je ne sais pas comment on disait, est-ce que je peux l'emporter? Alors le grand-père a regardé le pichet, il a dit ben, je ne savais même pas qu'il était là. Et donc, ben oui, bien sûr, tu peux l'emporter. De l'air de dire, je m'en fous complètement. Mais ça prouve une chose, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y avait des gens qui n'étaient pas spécialement mordus par l'art, mais qui achetaient des œuvres de Marie Talbot. Et puis qu'on les oubliait après, ne les considérant pas peut-être comme des œuvres d'art, justement, mais... Donc, elle a probablement eu une heure de célébrité et de gloire à la fin du 19e siècle. Alors, je suis très surprise de votre thèse, comme quoi son père aurait vu en elle quelque chose d'artistique. C'est audacieux, ça serait très intéressant. Donc, il faudrait connaître davantage le père pour comprendre sa psychologie ou son intérêt pour l'enfant. Mais il y a aussi l'idée inverse qu'il pouvait occuper, entre guillemets, sa petite fille en lui donnant la base d'une sculpture, et elle était chargée de faire tout ce que peut faire un enfant ou une jeune fille. Enfin, bon, je voudrais savoir. Il y a quelque chose quand même de, comment dire... d'une grande maîtrise technique dans l'œuvre de Marie Talbot. C'est-à-dire que, au même titre qu'on a vu comme la pratique de la peinture sur éventail pouvait être minimisée, etc., dans le champ de la céramique, dans l'œuvre de Marie Talbot, il y a quelque chose de l'ordre d'une grande technique et d'une grande implication artistique. Concernant le cas du pichet, les pichets sont des bons témoins par rapport au rapprochement qu'on peut faire entre l'œuvre du père et de la fille, parce que c'est vrai que dans les collections, nous avons des pichets où si l'un ou l'autre n'est pas signé soit de Jacques Sébastien, soit de Marie Talbot, c'est quasiment impossible de dissocier qui a réalisé quoi. Le fait qu'il y ait un peu un manque d'intérêt sur une pièce comme celle-ci, c'est aussi sa dimension utilitaire. Des fontaines, par exemple, dans le parcours, la traçabilité des fontaines, on n'en a jusqu'alors pas vraiment trouvé de façon accidentelle dans le fond d'un grenier, pour le coup, ou remisé dans une cave. C'est assez étonnant, assez frappant de voir comme les œuvres, d'une part, sont restées dans les familles depuis le 19e, et l'intérêt porté quand même pour ces pièces-là. Il y a une chose que je n'ai pas pu développer par manque de temps, mais quand Jacques-Sébastien Talbot réalisait une fontaine, par exemple, quelques-unes étaient nominatives, c'est-à-dire qu'elles étaient faites pour la famille X, ont réalisé une fontaine. Chez Marie Talbot, on a trouvé là 2 fontaines qui portent une inscription. Donc il y en a une qui est Mademoiselle Adèle, et l'autre qui est faite pour Mademoiselle Deguet. Là aussi, ça dit quelque chose, c'est que les commanditaires sont des femmes, en fait. Donc il y a quelque chose aussi sur le rôle du client ou de la cliente, entre guillemets, et sur ce changement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on passe du corps des hommes virils, chasseurs, buveurs, etc., érigés dans les salons, à celui du corps de la femme. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez impactant là, à ce niveau-là. Juste un petit mot. Mon mari m'a toujours dit que les Talbot étaient une famille de potiers originaires d'Écosse.
Ah bon. Oui, ils viennent d'Écosse et à la borne au 19e, il y a 14 patronymes Talbot qui, a priori, ne sont pas en famille. Donc tout le monde était un Talbot. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui a contribué au succès de l'exposition, c'est que Marie Talbot a eu un enfant qui est mort à 20 ans. Elle a une nièce qui, d'ailleurs, à sa mort, après la mort de Marie Talbot, s'empresse de reprendre sa signature, qui signera les pièces faites par moi, Marie, ce qui crée une assez grande confusion au sein des collections, parce qu'on a des pièces qui sont signées faites par moi, Marie, et on a tendance à rapidement les attribuer à Marie Talbot. Donc, il y a eu un empressement comme ça après sa mort. Mais ce qui a fait une des réussites, c'est qu'on a vu des gens toute l'année venir nous dire « Mais vous savez que c'était votre arrière-arrière-grand-mère », alors qu'en fait, elle n'est de famille avec personne à la borne. Mais Talbot est encore très répandu sur le site de la borne et ses environs. Donc il y a quelque chose comme ça qui permet de raisonner toujours. Ouais. Bon, pour finir, je voudrais quand même citer le nom d'un grand ami que j'ai fréquenté pendant une 50aine d'années jusqu'à son décès, Pierre Digan, qui était potier à la borne. Et donc j'ai participé au four et aux cuissons, à attendre la sortie des pièces. Et c'était une personnalité très intéressante et contestée à la borne, on en a parlé tout à l'heure, et qui est devenu sculpteur à la fin de sa vie. Et il avait commencé par faire des pots utilitaires et une volonté de rester dans l'utilitaire. Puis il a fait du décoratif, c'est-à-dire des murs décoratifs pour des architectes, et puis ensuite de la sculpture. Enfin, donc, voilà, je ne m'intéresse pas seulement aux femmes artistes. Comment ? Mais on a quand même des œuvres de Barbara Delfosse aussi dans la collection de la musée, qui était l'épouse de Pierre Digan. Du coup, pardon. Moi, j'avais une question. Enfin, déjà, merci beaucoup parce que c'était très intéressant les 3 interventions. Mais j'ai une question particulièrement justement pour Aliénor parce que je me pose la question. Il me semble pas que tu l'évoquais, mais du contexte. Enfin, entre guillemets économique, c'est-à-dire de l'économie de ces œuvres donc de fleurs, on va dire. Je me demandais si donc, est-ce que finalement, enfin si tu sais, peut-être que c'est pas quelque chose qui est encore très poussé, mais bon, de savoir si finalement ces œuvres-là se vendent bien, c'est-à-dire les œuvres de fleurs, évidemment pas toutes, mais disons, est-ce que dans ces artistes femmes qui peignent des fleurs, tu sais s'il y en a qui, par exemple, en tout cas, vivent très bien de ces œuvres de fleurs, ou si au contraire ce sont aussi des artistes hommes non spécialisés en fleurs qui font des fleurs pour pouvoir les vendre. Je sais pas, je me pose la question parce que je sais qu'en général, bon, une nature morte de temps en temps, ça aide aussi un peu à vendre aujourd'hui. Je sais pas si c'était la même chose à l'époque. Et donc voilà, si tu veux parler un peu de ça, merci. Merci pour ta question. J'aurais aimé répondre, mais les recherches venant de commencer, c'est un peu compliqué pour moi de donner une réponse vraiment qui se déploie et qui puisse, j'ai envie de dire, rendez-vous dans quelques mois peut-être. Mais c'est une question que je compte creuser, notamment en regardant au sein des carrières de chaque artiste femme et artiste homme, parce que mon corpus est mixte, savoir quelle est la place des natures mortes florales au sein des œuvres, enfin, au sein de la carrière des artistes, et par exemple dans les expositions, comment ça se passe, exposition seulement de natures mortes florales. Je ne sais pas si j'en ai encore répertorié, mais en tout cas dans des expositions, des salons par exemple, essayer de regarder quelle est la part des natures mortes florales. De ce que j'ai pu voir dans les débuts de recherche, c'est que les peintures de fleurs sont plutôt présentes dans les salons que j'ai étudiés au début du 20e, pour les fleurs à l'aquarelle et beaucoup moins pour les fleurs à l'huile, enfin les huiles sur toile, où il y a très peu d'œuvres exposées. Mais le travail est encore à faire et à mener. Donc oui, la question économique, qui achète aussi les natures mortes florales et comment elles sont exposées dans les intérieurs notamment. Ça, c'est une vaste question à suivre. Merci pour ta question. Oui, alors j'aurais voulu revenir à Marie Talbot,
puisque c'est une personne, je fais moi-même de la sculpture en céramique, donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et je me demandais là par rapport au fait que effectivement on n'a pas forcément trouvé partout de ses œuvres, ou alors qu'on les retrouve dans un grenier. Je ne suis pas très sûre de moi, mais est-ce qu'elle fabriquait pas aussi des petits objets qu'on offrait en cadeau pour les mariages, ou même des décorations sur des sépultures? Et peut-être que par exemple, ces fontaines aussi étaient peut-être offertes à des occasions comme ça, assez importantes, ce qui expliquerait qu'elles soient restées dans des familles ou conservées. Peut-être que ce pichet avait été offert à un moment en particulier, puisque c'était des objets artistiques. Et voilà, donc c'est une question que je me pose. Oui, il y a quelques petits objets, notamment des écritoires, qui sont... on en a un qui était signé et daté dans l'exposition. Alors oui, les écritoires, entre autres, on voit des couples qui sont souvent sous une arche. Donc on pense que ce sont des pièces qui ont été offertes lors de mariages. Alors, les flux de circulation des œuvres sont peut-être en effet ponctués par des événements. On pense quand même qu'à partir du moment où il y a une date sur les œuvres, la date fait référence à un événement particulier. Les fontaines, oui, il y en a quelques-unes ici, oui. Les fontaines nominatives, notamment, bon là, on sait qu'elle a réalisé ces pièces pour des personnes en particulier. Pour les bouteilles, alors là, les bouteilles, c'est très intéressant. Il y a une chose qui est intéressante quand même, c'est que, vous voyez, voilà, par exemple, celle-ci, fontaine ou bouteille, elles ont toujours les mains sur le ventre. Et longtemps, on s'est dit, mais peut-être que c'est un cadeau justement qui a été fait lorsqu'une femme attendait un enfant, que c'était rattaché à cet événement-là. Or, dans les collections, et puis en dehors de nos collections, on en a croisé une seule qui véritablement est enceinte, a vraiment un ventre rond. Alors là, on avait une hypothèse, on s'est dit, mais oui, comme le grès déforme à 1300 degrés, qu'il y a beaucoup de déformations, c'est assez difficile de laisser aux pièces les bras en l'air, de peur que ça bouge à la cuisson. Donc on pensait que c'était vraiment quelque chose de technique, et en fait, pas tellement. Et c'est là que j'ai parlé tout à l'heure de 6 hommes, 6 ou 7 pièces où elles représentent des hommes. En vitesse, toutes les femmes, à l'exception d'une femme en prière et d'une religieuse, ont les mains sur le ventre. Sur les 5 ou 6 pièces ou 7 pièces où elles représentent des hommes, les hommes ont les bras en l'air. Il n'y a pas d'hommes avec les mains sur le ventre. Donc il y a quelque chose à cet endroit-là. Et quand elles représentent des hommes, ce qui est assez génial, c'est qu'il n'y a pas d'hommes civils. C'est-à-dire que les 5 ou 6 bouteilles qui représentent des hommes sont des hommes à qui elle fait porter une robe, comme les femmes, en prétextant un culte. C'est-à-dire qu'ils ont souvent une croix, un chapeau, enfin, ça renvoie à un culte religieux. Donc là, il y a une énigme, mais encore une fois, c'est la réunion de toutes ces pièces qui nous a permis, là très récemment, de faire lecture de ces petits détails, mais qui pour elles ont a priori une forte signification. On va peut-être prendre une dernière question. Ouais, moi j'avais une question pour Anaëlle parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé des éventails. Mais déjà, merci beaucoup pour cette intervention, parce qu'on voit bien le rôle de la critique d'art, notamment dans la description de ces métiers et des stéréotypes de genre qui y sont associés. On voit aussi la présence de Delphine Decool, que je pense qu'on a toutes déjà croisées. Même moi qui travaille sur la sculpture, elle a aussi été prof pour des sculptrices. Et j'aurais voulu savoir si à un moment, si à un moment ces peintres-là, sur Éventail, s'étaient constitués en syndicat ou en union, en collectif, justement pour
peut-être, alors lutter, j'en sais rien, mais en tout cas faire porter une voix contre ces autres voix qui défendraient leur profession ou si on n'a tellement pas de documents qu'on ne peut pas en attester. Alors, à ma connaissance, non, mais c'est peut-être le cas. Alors, il y a des syndicats d'éventaillistes, mais c'est les maisons d'éventail, en fait, plutôt que les peintres. D'ailleurs, ils proposent, pour les syndicats d'éventaillistes, vont proposer, par exemple, des sujets de concours pour encourager de jeunes artistes à s'intéresser à cette pratique-là. Mais je n'ai pas connaissance du fait que des éventaillistes se seraient un peu réunis pour pouvoir faire porter des revendications communes. Après, c'est vrai que c'est des professions où en fait les gens sont indépendants, donc ça a aussi ce côté où ça fragilise peut-être certaines un esprit collectif. De toute manière, mais c'est une question qui est intéressante parce que la question des syndicats, des rapports des syndicats dans les industries d'art et des rapports des syndicats dans les industries d'art aux femmes est effectivement une très grande question qui est très compliquée en général d'ailleurs parce que ça va, par exemple, le dialogue que je citais à un moment donné entre le dessinateur, en fait c'est lié à une affaire où un syndicat s'est élevé contre un dessinateur industriel qui avait engagé des femmes comme apprenties. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il les renvoie. Voilà. Mais donc, il y a quand même c'est assez compliqué comme rapport et c'est souvent pas très favorable aux femmes. Et peut-être qu'il y en a certaines qui intègrent il y a des peintres sur Éventail, pour répondre peut-être un peu plus précisément, qui intègrent d'autres associations. Par exemple, je ne l'ai pas précisé, mais Gabrielle Zaborowska, je ne sais pas, mais par exemple, elle a confié la formation de sa fille Gilberte à Gabrielle de Beaumont-Chardon, qui est peintre sur Éventail, entre autres, miniaturiste, etc., qui fait partie de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Donc peut-être que dans le cas de l'Éventail, comme elles sont quand même un peu à la croisée, que souvent elles continuent à avoir une carrière de peintre d'une certaine façon, d'aquarelliste, etc., elles sont plutôt tournées vers des réseaux de femmes peintres, en fait, plutôt que... ouais. Je pense que si je puis dire, entre guillemets, leur identité est un peu à part, en fait. Enfin, elles se considèrent peut-être plus comme des artistes peintres que comme des artistes décoratrices. Voilà. Mais c'est vrai que déjà, pour les artistes décoratrices, elles sont pas forcément... elles vont intégrer des réseaux mixtes, mais... voilà, il n'y a pas tellement... C'est une question un peu compliquée, mais très intéressante. Merci beaucoup en tout cas d'y avoir répondu. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question venant du public et ensuite on va partir en pause? Non? Le café. Bon, eh bien partons en pause. On a pris un petit peu de retard, donc on va revenir à... On a pris un petit peu de retard, il est 15h57. Je vous suggère qu'on revienne à 16h10. Non, plutôt 15, non? 16h15, allez, pétante. Merci de votre attention et merci aux intervenants et intervenantes.